Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Xavier Corse, dessinateur de presse qu'on peut apercevoir notamment dans Le Point, pour parler du rôle d'un dessinateur de presse dans une société libre ou moins libre et du parcours d'un dessinateur de presse. Bonjour Xavier Corse. Bonjour. Dans un premier temps, expliquez-nous pourquoi le petit Xavier a décidé un jour de faire du dessin de presse. Alors après le bac, je me suis orienté vers des études de dessin parce que j'avais envie de me diriger vers la bande dessinée. Et puis finalement, j'ai abandonné ce projet-là pour m'orienter directement vers le dessin de presse, qui est plus concis, qui s'intéresse au sujet d'actualité, comme son nom l'indique, à la politique, au sens large. Et étant moi-même de plus en plus intéressé par ces questions-là à ce moment-là, et le dessin permettant cette concision de travailler sur un objet unique, c'est quelque chose qui naturellement s'est imposé à moi. Et pourquoi alors cette forme d'expression, quel est l'avantage que vous voyez à cette forme d'expression pour commenter ou pour commenter l'actualité? Tout d'abord, comme je disais, la première chose qui me guidait, c'était l'intérêt pour le graphisme et pour le dessin, pour l'expression par le trait, par l'image. Et puis la deuxième chose que j'aime dans le dessin de presse, c'est sa concision, c'est sa condensation de quelque chose, c'est la capacité qu'il permet, quand on le réussit bien sûr, d'arriver à mettre en lumière un aspect de l'actualité, de la réalité, du monde réel, en faisant un pas de côté, quoi, en utilisant souvent l'humour pour exprimer dépeindre cette réalité. Et une de vos particularités, à part d'être très drôle, vous utilisez quasiment que des manchots dans vos dessins, donc c'est une particularité que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter le rôle des manchots de votre univers et pourquoi est-ce que vous utilisez ces manchots pour vous exprimer? Oui, alors ça c'est une partie de mon travail en fait, parce que je fais bien d'autres types de dessins, mais c'est effectivement la partie émergée de mon travail, celle qui est la plus visible. Et en fait ça a commencé quand j'ai commencé ma collaboration avec Le Monde en 2004. J'ai participé à ce moment-là au lancement d'une newsletter dans laquelle l'équipe du Monde souhaitait voir des petits comic strips un peu à l'américaine, à la Charlie Brown, à la Garfield, etc. Et à l'époque, ils m'ont demandé quelque chose de très décalé, justement pour ne pas être trop sur l'actualité, sur le commentaire politique ou sur la caricature politique. Et du coup, je leur avais proposé une série qui était une série purement animalière pour faire, on va dire, pour faire simple un peu, pour faire du La Fontaine en mode dessiné. Et puis finalement, au bout de quelques temps, j'ai trouvé que l'usage des animaux était très contraignant dans ce que je pouvais leur faire raconter ou dire, pas assez humain. Et d'une façon un peu naturelle, j'ai glissé vers des personnages qui étaient à la frontière de l'humain et de l'animal. Et les pingouins collaient parfaitement pour ça. C'est à la fois des personnages qui vivent de façon collective, en groupe, qui ont une silhouette humaine de loin. Quand on voit une tribu, alors je précise, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots, mais quand on voit une tribu de manchots sur la banquise, ça ressemble à une assemblée, quelle qu'elle soit, que ça peut être une assemblée d'actionnaires ou un groupe de manifestants, mais ils ont quelque chose de très humain. C'est très bruyant, une colonie de manchots, ça gazouille en permanence. Voilà, et puis leur côté, leur apparence également, au niveau du plumage, ils ont l'air d'être en costume. Voilà, tout ça leur donne beaucoup d'humanité. Et puis bon, après il y a une autre chose, un autre aspect, c'est que on est dans un monde en noir et blanc, avec uniquement la glace et les personnages. Ça permet une épure graphique qui est à la fois, comment dire, dans l'économie de moyens, et puis qui permet de travailler rapidement au niveau de l'image et se concentrer sur le sens, sur les mots. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on réutilise toujours les mêmes personnages? Est-ce que le risque du syndrome de la page blanche n'est pas plus
pas plus grand, parce que vous savez que vous avez un cadre assez strict, et Oui. comment est-ce que vous arrivez à... Justement, la contrainte, bien souvent, ça favorise la création. Ça, c'est un truc qu'on oublie un petit peu, de fixer un cadre précis. Bien souvent, ça oblige un petit peu à, à creuser des choses vers lesquelles on n'irait pas spontanément et à faire surgir d'une autre façon. La contrainte est rarement, alors tout dépend, et là on va parler du sujet qui vous intéresse, c'est la liberté, mais la liberté intégrale, c'est un peu antinomique avec le principe de liberté. La liberté, ça s'exerce toujours dans un cadre. Et quand on a une contrainte graphique comme celle-là, ou une contrainte de format, ou une contrainte de parution, une contrainte de temps, c'est là-dedans qu'on peut réussir à installer sa liberté et son langage. Vous parlez de ces contraintes, quelles seraient pour vous les particularités principales du dessin de presse en tant que métier que vous exercez tous les jours ? Alors, il y en a quand même un certain nombre. D'abord, on est contraint, comme je disais, par l'espace dans lequel on évolue. Donc une page, que ce soit dans l'imprimé ou même sur Internet, Internet permet effectivement d'éclater un certain nombre de contraintes d'espace ou de temps. Pour un texte, on sait qu'un scroll sur un écran peut être presque illimité, alors qu'une page de quotidien ou d'hebdomadaire est limitée par son format et puis le nombre de pages qu'il y a également qui constitue le titre. Donc, mais de toute façon, on a quand même cette contrainte, qui est la contrainte de format. Ensuite, on a une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il y a un rythme de parution qui oblige à rendre son travail en temps et en heure. Et puis après, il y a d'autres contraintes qui sont d'ordre des contraintes légales, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de dire, et qui ne sont pas de la censure, mais qui sont le cadre légal dans lequel on peut s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de... etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses, mais qui sont le cadre justement dans lequel peut s'exprimer la liberté. Et pour vous, c'est quoi la force du dessin de presse par rapport à d'autres moyens d'expression, à d'autres types de journalisme? Quelle est vraiment la force que vous voyez dans votre métier, dans ce type d'expression? D'abord, il y a une forme de langage qui est, je dirais pas complètement universelle, mais qui est plus universelle que le texte. L'image, elle parle beaucoup plus facilement à un plus vaste public. Ensuite, je crois qu'on est vraiment dans une contrainte de format où il faut dire les choses de façon très très rapide. Donc ça oblige à synthétiser énormément la pensée, à essayer de trouver les raccourcis les plus court possible pour qu'on ait un jaillissement au moment de la lecture du dessin, au moment de la découverte du dessin. Un dessin qui est trop long à décrypter, à lire, etc., en général, il tombe à plat, ça fonctionne pas bien. Donc on a cette exigence de rapidité, d'efficacité. Il y a en même temps le risque qu'il soit mal interprété, donc on en discutera évidemment après, oui. Mais comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression quand un dessin est mal interprété, que ça peut être juste une malinterprétation individuelle ou une grosse réaction, est-ce que vous avez l'impression que c'est un échec pour vous si les gens n'ont pas compris votre dessin? Alors là aussi, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend du type de public, ça dépend du type de dessin. Un dessin n'est pas réussi à chaque fois, ça c'est certain. Il y a certains dessins qui émergent, qui sont, là je ne parle pas de moi, mais qui sont tout d'un coup brillants, qui sortent du lot, et puis d'autres qui sont un peu plus faiblards, etc. Donc ça, c'est une variation de qualité tout à fait normale. Et après, le travail du dessinateur, ça doit effectivement être une des parties de son travail, ça doit être de faire en sorte que le truc soit clair, que ce soit une évidence au moment de la lecture. C'est pas toujours le cas, on n'y arrive pas à chaque fois, mais c'est quelque chose qui est la chose qu'on recherche. Et puis ensuite, le dessin de presse, c'est un langage, et quand on dit langage, on dit code, on dit système de traduction d'une pensée, et ça exige un savoir-faire de l'émetteur, mais également un savoir entendre de celui qui va le recevoir. Ça veut dire qu'il faut avoir vous pouvez pas faire lire un texte à quelqu'un qui ne sait pas lire, vous ne pouvez pas faire comprendre un dessin à quelqu'un qui n'a jamais vu de dessin de sa vie et qui n'a pas un minimum de culture graphique ou de compréhension de l'humour, du second degré, de ce genre de choses. Donc voilà, ça se passe entre les deux. Il y a la qualité de ce qui est émis et la qualité de la réception, et ça fonctionne à partir du moment où il y a une adéquation entre les deux, où les deux se rencontrent. Ce qui me fascine beaucoup, c'est une double créativité, un double effort. Il y a l'effort de celui qui émet et l'effort que doit faire quand même malgré tout celui qui reçoit.
Et à quoi ressemblent vos journées? Comment est-ce que vous travaillez dans une journée? Vous savez que vous devez rendre un dessin en fin de journée. Comment est-ce que vous organisez vos journées? Comment est-ce que vous trouvez vos thèmes? C'est très variable parce que je ne travaille pas que pour Le Point. Alors Le Point me donne un rythme un peu incontournable. J'ai 5 dessins à faire par semaine qui doivent être remis en fin d'après-midi pour qu'ils puissent paraître dans la newsletter du lendemain matin. Donc ça, c'est la contrainte. Après, on parle encore de contrainte, mais la liberté que j'ai, c'est que à partir du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, je peux travailler quand je veux. Mais je ne travaille pas toute la journée sur un dessin, je fais d'autres choses. Et pour arriver à ce rendu en fin d'après-midi, il y a toute la journée qui se déroule. Et cette journée, il y a beaucoup de temps qui est passé à lire la presse, à consulter des sites internet, à écouter des informations audiovisuelles, que ce soit des journaux télévisés, des chaînes en continu ou de la radio, etc. Donc je suis nourri, je dirais un peu tout au long de la journée à travers ces lectures et ces consultations. Et petit à petit, il y a des choses, des idées qui émergent, des réactions. Voilà, c'est le travail du dessinateur de presse, c'est un travail de réaction à l'actualité. Donc il faut rebondir sur une actualité, quelque chose qui à un moment donné nous intéresse, nous stimule, où on se dit tiens, là il y a quelque chose. Et ça aboutit à un moment donné à un choix de sujet et à la réalisation du dessin. Vous avez parlé avant de contraintes. Est-ce que vous vous interdisez des sujets? Vous dites que vous regardez... Non, je m'interdis, j'essaye de m'interdire de dire des choses qui ont déjà été dites 1000 fois. J'essaye de m'interdire de refaire des choses que j'ai déjà faites. J'essaye de m'interdire de faire des dessins qui sont pas bons. Voilà, c'est les principaux interdits que j'essaye d'avoir. J'essaye d'être pertinent et encore une fois, c'est pas toujours réussi, comme en tout. Et en termes de sujet, non, je me fixe pas de limite. Et comment vous travaillez avec les rédactions? Vous leur envoyez simplement vos dessins ou bien il y a un échange quand même? Qu'est-ce que vous attendez d'une rédaction? Alors ça dépend pareil du type de travail. Il y a ce travail de ma série des indégivrables que je faisais auparavant pour Le Monde et que je fais maintenant pour Le Point, qui est à peu près le même, enfin qui est pas à peu près, qui est exactement la même série qui se continue. Ça c'est un travail de proposition de ma part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande de la part de la rédaction de travailler sur tel ou tel sujet ou d'illustrer tel ou tel fait d'actualité. Donc je choisis en fonction de ce qui me semble pertinent. Et à mon avis, c'est une condition qui est importante pour que l'humour fonctionne. On n'a pas forcément quelque chose de pertinent à dire, de percutant sur tous les sujets. Donc si on veut avoir des dessins qui sont percutants, il faut il faut pouvoir choisir le sujet qui nous interpelle, quoi. Après, je fais d'autres types de travaux, comme des dessins d'illustration, en dehors de cette série-là, sur des articles. Et là, effectivement, du coup, il y a une commande du support, du titre, qui m'envoie en général l'article sur lequel je dois travailler. Il y a 2 ans maintenant, vous avez publié un dessin pour Le Monde et suite à ça, la rédaction a publié des excuses publiques et après ça, vous avez décidé d'arrêter votre collaboration qui durait depuis près de 20 ans. Vous avez raconté cette histoire, expliqué les raisons dans un tract Gallimard qui s'appelle Raison et déraison. Donc vous êtes un dessinateur de presse qui écrivait aussi. C'est intéressant de mettre ça en valeur. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter de travailler avec cette rédaction? Oui, alors pour recontextualiser rapidement, le dessin parlait de l'affaire Kouchner avec Camille Kouchner qui expliquait que son jeune frère avait été victime d'abus sexuels dans sa jeunesse, de la part d'un beau-père et pas de la part d'un ascendant direct. Et du coup, le terme d'inceste avait été remis en question. Donc le dessin ironisait non pas ni sur l'inceste ou la victime de l'inceste, mais sur l'utilisation sur la contestation de l'utilisation du terme d'inceste à partir du moment où c'était pas un ascendant direct. Donc il n'y a absolument pas de problème pour moi sur ce dessin, mais il se trouve que sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'activistes qui ont attaqué ce dessin en prenant prétexte et puis en le décontextualisant, en l'interprétant volontairement de travers. Et là, il y a eu ce que j'ai reproché au Monde, c'est d'avoir publié des excuses sur ce dessin-là, en expliquant que le dessin aurait pu être interprété comme étant une ironie sur les personnes victimes d'inceste, etc. Donc j'ai trouvé que cette position était à la fois une grande lâcheté et un désaveu de mon travail, et alors qu'ils auraient dû le défendre et l'expliquer. J'ai même proposé moi-même d'en faire l'explication
explication au lecteur qui n'aurait pas compris. Et bon, ça a été refusé, ce qui fait que pour moi, les conditions de collaboration avec ce journal étaient mortes, quoi. Donc je suis parti du jour au lendemain. Oui. La réaction des gens est très intéressante. Vous dites que pour qu'un dessin soit réussi, il faut la compétence du dessinateur, mais il faut aussi la compétence de celui qui reçoit le dessin. Donc, pourquoi est-ce que ces idéologies, on va dire, s'attaquent-elles à l'humour? Pourquoi que ce soit des idéologies religieuses ou des idéologies identitaires, pourquoi elles s'attaquent à l'humour? Alors, il y a deux choses dans votre question, je pense. D'abord, dire qu'il faut que l'intelligence de celui qui reçoit le dessin, il faut qu'il comprenne le dessin. Une chose importante, c'est qu'un dessin, ça s'intéresse à l'intelligence, ça s'intéresse pas au ressenti. Donc il faut comprendre. Pour rire de quelque chose, il faut comprendre le sens. Donc ça, c'est une première chose. Et on a affaire, dans certains cas, à des gens qui ne sont pas des idiots. Hein. Ils ont très bien compris. La seule chose, c'est qu'ils instrumentalisent. Ils font semblant de ne pas comprendre. Et surtout, ils utilisent la masse des gens qui effectivement, n'a peut-être pas très bien compris pour les orienter vers une explication du dessin. Et ensuite, pourquoi ils font ça? Parce que ça va servir leur cause militante. Voilà, c'est très très pratique d'avoir quelque chose sur lequel on peut crier en tant que militant pour défendre sa cause, pour pousser sa cause. Et alors ensuite, il y a le deuxième aspect des choses, c'est pourquoi des militants, mais c'est vrai de tout type d'actes militants, de tout type aussi, qui rejoint à un moment donné presque une démarche religieuse, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont sacrés, sur lesquels on n'a pas le droit de rire. Parce que rire, de prendre la distance, faire de l'ironie sur certaines thématiques, quelque part, ça décharge la part affective que l'on met dans le combat. Donc ça dessert à un moment donné le combat qu'on veut porter. Et l'humour devient insupportable à partir du moment où ils se tournent vers leur cause. Donc c'est un humour, moi j'appelle ça un peu un humour hémiplégique, c'est-à-dire qu'on accepte parfaitement de faire de l'ironie dans un sens mais pas dans l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement pour un dessinateur qui a envie de pointer son crayon vers tout ce qui semble être des excès, des dysfonctionnements, etc. Quelque chose qui est insupportable. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse effectivement aller pointer dans la société les choses qui dysfonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément qu'on est en désaccord avec tel ou tel sujet, telle ou telle cause. Cette culture de l'offense, elle a eu des conséquences tragiques, évidemment, pour certains dessinateurs de presse. Oui, absolument. Et comment est-ce que l'humour du XXIe siècle, l'humour des prochaines années va pouvoir survivre à la tentation de l'autocensure, comme de ne pas vouloir dessiner quelque chose par peur de... Eh ben, je crois qu'il faut... je crois que c'est là où la notion de courage est importante. Alors pour le dessinateur, il n'y a pas besoin d'être très très courageux. Enfin, ça dépend de quel sujet on parle, mais globalement, enfin moi dans mon cas personnel, j'ai pas l'impression d'avoir fait preuve de beaucoup de courage en quittant le monde et je mettais pas ma vie en danger, il n'y avait pas de choses gravissimes là-dedans. Il y avait une question de principe. Mais surtout, moi, le courage que je veux remettre en question, c'est le courage des rédactions et le courage, en l'occurrence, de la rédaction du Monde dans ce cas-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont simplement eu peur d'être face à une campagne de bashing, face à une vague, ce qu'on appelle une shitstorm, qui aurait sali leur image, qui leur aurait posé des problèmes et puis problème d'image et puis derrière problème économique. Hein. Donc une lâcheté à se plier face à ce genre d'attaque, et ça je crois que c'est là-dessus. Si on veut que l'humour perdure, il faut impérativement que les rédactions, mais également les universités qui veulent organiser des colloques, les théâtres qui veulent faire des représentations théâtrales, résistent à tous ces groupes de pression qui veulent interdire que l'on parle de ceci, qu'on aborde tel sujet, que tel orateur prenne la parole à tel ou tel endroit, et ça c'est à eux de faire preuve de courage. Est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, je pense. Parce que je pense que aussi on en a ras-le-bol des donneurs d'ordre, des Torquemada et des groupes de pression comme cela. Alors bien sûr, ils progressent. Je pense que la réaction que la société perçoit très bien ce qui est en train de se passer, et je crois qu'il y a des fortes capacités de réaction dans la société je crois que fondamentalement on est attaché à la liberté d'expression. Donc on peut tolérer tous les combats, mais en tout cas il faut que tout le monde puisse s'exprimer.
Et quel conseil vous donneriez à un jeune de 20 ans qui veut se lancer dans l'humour, qui veut se lancer dans le dessin de presse? Non, je déconne. Je lui dirais que d'abord il faut être patient. Très souvent, c'est un conseil un peu banal, mais on ne devient pas dessinateur de presse du jour au lendemain. Donc il y a du temps, il faut mûrir, il faut comprendre. Il y a tout un travail d'imprégnation d'effets sociaux, de la politique, de toutes ces choses-là. Il faut arriver à sortir de certains automatismes de pensée. Je trouve que c'est intéressant aussi d'essayer d'un peu penser contre soi-même ou contre. On a tendance à. Beaucoup de dessinateurs ont envie d'utiliser le dessin comme un acte de réaction face aux injustices du monde. Bon, on sait très bien, mais à mon avis, il y a un truc un petit peu plus intéressant qui est de faire un pas de côté et d'essayer d'avoir une ironie sur l'ensemble. L'ironie, c'est ce qui permet d'éviter de basculer dans un esprit de sérieux qui fossilise la pensée. Merci Xavier Gors, merci pour cet échange. On a l'habitude à la fin de nos entretiens de demander à nos invités de nous évoquer un livre ou une œuvre sur la liberté qui les a marqués. Est-ce que vous avez une recommandation? Ah, vous me prenez de court, j'aurais dû réfléchir avant. Une œuvre sur la liberté, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a La Tâche de Philippe Roth, par exemple. Qui est donc Est-ce que vous pouvez raconter en 2 minutes? Oui, La Tâche, ça raconte le problème d'un professeur d'université aux États-Unis qui se trouve confronté à une mise à l'écart de la part de ses étudiants pour un propos qui a été jugé offensant, etc. Donc on est en plein dans les problématiques d'aujourd'hui. Merci. Alors, on vous recommande la lecture. 1984 aussi, bien sûr, d'Orwell. Magnifique. Alors, merci. On vous recommande la lecture de 1984 d'Orwell, de La Tâche aussi, mais surtout du tract Gallimard de Xavier Gors, Raison et dérision. Donc, merci encore pour cet échange et bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.